ouais, si ça te va. On sera à côté de Renaud Muselier, qui sera juste à côté de nous. Ok. Madame Boone parle après Dacian et avant Clément sur le tour de table. Et ensuite, Voilà. intervenir quand vous souhaitez. Je suis venue pour vous écouter. Clément, Boone, elle parle quand? Avant Dacian? avant, Après Dacian. Dacian. Après Dacian, juste avant Clément. Ok. Et je n'ai pas eu son angle non plus. Je lance sur un truc qui se déroule. Oui, très bien. Parfait, merci beaucoup Maxime. Mais merci à vous. Et du coup, absolument, il faut qu'on tienne les timings. Ouais. Donc après, c'est comme vous voulez. Je pense qu'on verra comment ça se passe, combien de temps il parle, parce que en vrai, il va faire 5 minutes sans parler vite. Oui, oui. Je sais pas comment ça se passe, mais je le rappellerai quand même. Après, c'est pas mal si les gens ils aiment bien poser des questions. Complètement. Donc peut-être lancer la salle peut-être un peu plus tôt. Mais c'est vous qui gérez. Si vous estimez que là, au niveau du débat, vous voulez prendre moins de temps que 30 minutes, Ok. on peut lancer la salle dès que vous voulez. Top, nickel. Vous me faites un signe et on lance la salle. Vous dites on va prendre des questions. Ça marche, super, merci. Bonjour la salle. C'est moi qui modère la... Oui, Ça va? ça va. Ouais. Non, je disais, on n'est pas fait dans le On s'y attendait, Je préfère un effort. Non, c'est très bien. Il y a du monde, hein? Oui, j'étais ce matin au village européen. Il y avait du monde, il y a eu Bernard et Sandro qui ont parlé de la question. Vous faites l'élargissement beaucoup? Là, aujourd'hui, vous parlez plus de l'élargissement? En fait, de la réponse européenne, de la réponse de l'Europe dans le contexte de l'élargissement, mais justement, je vais dire qu'il n'y a pas que l'élargissement. Parce qu'il y a aussi les institutions. Mais en fait, je pense qu'on va passer par une période de transition, de transformer notre modèle économique, notre modèle institutionnel avec le Green Deal, le digital qui va intéresser le continent européen. Et justement, pour moi, l'Europe, c'est qu'on pense l'élargissement et on voit les graines de promotion strictement séparément du reste. Le moment où on va finir le traité d'adhésion, l'Europe va être différente sur le même champ d'élargissement. C'est un peu ça. Très très clair. Donc là, on va faire en gros, votre première prise de parole, c'est 5 minutes. Chacun 5 minutes. Et après 5 minutes à l'allemande ou à la française? 5 minutes à la française, vous pouvez faire 5-7 minutes. Non, mais donc, Faire un petit signe. Essayez de pas trop dépasser parce que ce qui est intéressant, c'est que les gens puissent nous interpeller sur ce qu'ils ont envie de faire. on va être combien? On va être 5. C'est beaucoup. Il y a vous deux, il y a Clément Beaune, Laurence Boone et Renaud Muselier qui est le président de la région Sud. Et c'est un ancien député européen. Comment ça se passe comptablement? Français. Nous, en France, on a un phénomène qui est assez rare ailleurs en Europe, c'est qu'on a en même temps l'extrême droite et l'extrême gauche. Oui, c'est ça dit. En même temps. Dans les pays européens, il y a l'extrême droite, il y a l'extrême gauche, nous on a les deux en même temps. Et on est bloqué, coincé entre les deux. Et c'est dur pour nous parce qu'en fait on doit tout le temps être dans l'hémicycle. Parce qu'on doit tout le temps être dans l'hémicycle. Sinon ils nous battent, parce qu'on n'a pas la majorité. Donc ils nous battent. Et ils votent ensemble, ça fait quoi? Donc ça c'est bon pour vous, pour la campagne. Même les républicains votent avec la droite. Hein. C'est l'équivalent du IDP, les LR. Ils votent avec eux. Donc nous on est là, parfois les socialistes, parfois les écologistes, on est vraiment les macronistes, on sait le monde. Mais bon, ça va. Et justement sur l'élargissement, quelle est la perception ici? Quelle est Ici, vous trouverez des gens qui sont favorables. Ici. Mais en général, Les Français, ils sont pour le soutien à l'Ukraine, ça bouge pas. Plus de 70%, très haut. Et quand on leur dit l'élargissement, là, ça bouge. mais parce qu'il y a plus de questions que de réponses. Bien sûr. Et l'extrême droite, l'extrême droite en France, elle va dire vous avez aimé le plombier polonais, vous avez adoré l'agriculteur ukrainien. On va faire campagne sur ça. À voir, évidemment. Ils vont vous dire, vous voyez, vous vous rappelez, là, quand on a ouvert en 2004, ils avaient fait campagne là-dessus, les gars, à l'époque. Ils vont refaire pareil. Bon, ça, je pense qu'on peut les passer. Mais bon, moi,
Absolument. côté de l'autre. Habile, non? On a travaillé ensemble pendant. C'est pour On ça. a fait un bon choix, je vais dire. Quoi? Plein de choses. Non, mais sur quoi je te lance sur 5 minutes. Mais tu fais, c'est quoi alors? Moi, je fais le modérateur. J'introduis, Tu as une très belle chemise. je dis un blabla de 5 minutes sur le thème, sur l'Europe. Et puis ensuite, je passe la parole à Louisa en première. Ça parle de quoi? Et on va donner Bastien, toi, et Clément, ça conclut environ 5 minutes chacun. Ça parle de quoi? Alors, ça commence à faire. Là, Clément. Et donc, ça, toi, en fait, c'est à toi de me dire. Ouais, mais comme tu vas parler juste après ta scène, tu auras parlé beaucoup déjà. Ça va? Peut-être que tu veux dire les gens bien, mais on va leur faire, comme tu veux, c'est parti. C'est moi le modérateur, monsieur le président. Moi, comme mettre là, je reste dans un petit coin. Parce que ça va dépendre de PNF, moi je suis inscrit pas, on est PNF. Il faut est-ce qu'ils sont. On met la veste, hein, messieurs. Et moi, je demande des cartes. Président Muselier, il y a celui de la veste. C'est quoi le plan de table? Il respecte rien, Clément. C'est quoi le plan de table? Mais vous n'allez pas mettre les filles, les deux Non, bouts là. bah, Dacia. Mais Laurence, mets-toi là. On va pas faire homme-femme homme-femme, mais C'est pas possible. On met les étrangers ou Toi, t'es où, t'es là? Moi, je suis là. Non, je suis là. Moi, je suis sur le côté. Moi, je délicatement, discrètement. Moi, je suis qu'un passe-plat. Je suis qu'un passe-plat aujourd'hui. Hein? C'est la douce café. Bon, vous êtes prêts? Toi, tu parles en dernier. Manifestement, c'est ta demande. On fait le wrap-up, comme on dit en français. Ouais. Donc, en gros, vous parlez 5 minutes chacun, grosso modo. 5-7 minutes. C'est 5 minutes françaises, quoi. Et ensuite, ensuite, vous faites, ensuite, on prend les questions. Ça spot, hein, quand même. Ouais, ça spot fort. On y va? Il est où ton collègue, Maxime? Regarde ces 4 là, ils sont là. On va les mettre comme ça, là. La veste, la chemise, ça y est. Ouais, voilà, un petit peu la chemise. Bon, je propose qu'on commence parce que sinon on va jamais y aller. Bonjour à toutes et à tous. On va commencer notre table ronde de cet après-midi. Je commence d'ores et déjà parce qu'on a 1 heure devant nous pour un sujet extrêmement important. C'est table ronde sur l'Europe de 2030, nouvelles ambitions et nouveaux défis, avec des personnalités qui, les uns et les autres, jouent un rôle important en Europe et qui ont été à l'initiative de beaucoup de réformes ces dernières années ou qui les portent. Je me présente à vous, je suis Pierre-Alexandre Anglade, député des Français de l'étranger, président de la Commission des Affaires européennes à l'Assemblée nationale et membre du bureau exécutif. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, alors je le donne dans l'ordre de cette manière-là, il n'y a pas de hiérarchie, mais Renaud Muselier, président de la région Sud, ancien député européen, vous le connaissez toutes et tous, membre du bureau exécutif. Clément Beaune, ministre délégué en charge des transports, ancien ministre délégué aux affaires européennes, et puis qui est aussi membre du bureau exécutif. Laurence Boone, notre ministre en charge des affaires européennes, qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Dacian Ciolos, qui est député européen, ancien président du groupe Renew, ancien commissaire, ancien Premier ministre en Roumanie, une personnalité éminente en Europe. Et puis, je termine par Louisa Porritt, notre amie britannique, qui est ancienne députée européenne, membre des Lib Dem et qui nous fait le plaisir et l'amitié d'être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être ici, c'est très important. Je le disais, c'est une table ronde
qui est importante puisque nous sommes à 8 mois des élections européennes où nous aurons collectivement à décider de l'avenir de notre continent. Et dans cette table ronde, vous allez les uns et les autres dessiner ce que seront cette prochaine législature et puis les perspectives de l'Europe, même au-delà, l'Europe post-2030, celle peut-être à plus de 30, quand éventuellement certains élargissements seront intervenus. Et je le disais, ce choix que nous allons avoir à faire l'an prochain, il est important puisque quand nous sommes arrivés au pouvoir en 2017 avec Emmanuel Macron, beaucoup voyaient cette Europe perdue, vouée au délitement. Elle a été bousculée jusqu'à ses fondations même avec le Brexit. Elle était perçue comme étant incapable de répondre aux remous du monde. On la percevait comme étant trop naïve. Et pourtant, le président de la République, à l'époque candidat, avait eu le courage politique, je crois, d'assumer la notion de souveraineté européenne. Au fond, qu'est-ce que ça veut dire? De renforcement de l'indépendance de l'Europe. Et à l'époque, souvenez-vous, nos opposants hurlaient à la trahison nationale sans comprendre le sens profond de ce que le président voulait à l'époque mettre dans le débat. Et beaucoup voyaient en Europe un concept français incapable de fédérer le reste des Européens. On se rend compte 6 ans plus tard que du plan de relance européen, les fameux 750 milliards d'euros qui ont agi comme un bouclier, qui sont venus protéger nos TPE, nos PME, nos artisans, nos commerçants, là aussi à l'initiative de la France, en passant par la stratégie européenne commune de vaccins qui, là aussi, est venue protéger les Européens en permettant de nous vacciner tous ensemble au même rythme, jusqu'à la lutte contre le dérèglement climatique en faisant de l'Europe la première puissance verte avec la neutralité carbone pour horizon en 2050. Eh bien, notre Europe a été capable de réagir, de répondre aux crises et même de dépasser certains dogmes. Et cela, nous le devons à l'initiative qui a été portée par le président de la République à la Sorbonne, le fameux discours dont nous avons célébré les 6 ans il y a quelques jours de cela, et on voit que 6 ans plus tard, la plupart des propositions ont soit été mises en œuvre, soit elles sont en passe de l'être. Je parlais de la neutralité carbone, mais je pourrais aussi vous parler de la défense européenne, avec le fonds de défense, la régulation des géants du numérique, avec la réforme du droit d'auteur, le DSA, le DMA, l'Europe sociale, avec la réforme des travailleurs détachés, qui avait été une des grandes réformes du début du quinquennat passé, la charte des droits fondamentaux, beaucoup de choses qui ont été portées ces dernières années. Et donc là, cet après-midi, ce que je vous propose, c'est qu'on décide ensemble, qu'on définisse ensemble ce que pourront être l'Europe de 2030 et celle que nous allons avoir à porter dans les semaines et les mois à venir. Donc je ne vais pas être plus long, je vous passe tout de suite la parole à nos intervenants qui vont parler chacun pour environ 5 minutes. Vous savez comment c'est, ils vont tous se dépasser, mais j'essaierai quand même de tenir le temps de parole parce qu'on a 1 heure ensemble et j'aimerais bien que vous puissiez aussi interagir avec eux et poser des questions. Donc merci pour votre présence, je vous souhaite une bonne conférence et je passe tout de suite la parole à Louisa Porritt qui va nous donner la perspective britannique sur cette Europe de demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est un vrai plaisir d'être ici avec mes collègues anciens et chers amis. Ça fait longtemps, alors je m'excuse par avance si mon français n'est pas parfait à cause du Brexit et du Covid. Pour commencer, je vais expliquer et analyser en bref 3 choses concernant le Brexit. Premier, la situation politique en Grande-Bretagne avec une élection l'année prochaine et les positions des partis politiques au sujet de l'Europe. Deuxième, la situation économique en Grande-Bretagne suivant le Brexit. Et finalement, je vous donne un peu d'espoir. Je vous explique comment la Grande-Bretagne puisse rejoindre l'Union européenne éventuellement et pourquoi. Alors, premièrement, la situation politique à l'instant. Les Lib Dem restent le parti politique le plus pro-européen en Grande-Bretagne. Cependant, peut-être vous êtes étonnés que même notre dirigeant politique ne parle pas beaucoup du Brexit. La raison, c'est que la population britannique ne veut pas réouvrir un sujet qui a créé les divisions. Même si les sondages disent que c'était une erreur de quitter l'Union. En fait, un sondage ce mois a dit que 58% de gens pensent que c'était une mauvaise décision. Il y a aussi d'autres sujets qui sont plus importants et pertinents pour leurs électeurs. Comme les services de santé nationale, la crise du coût de la vie et le système d'égout. Je sais,
tous ces sujets aussi concernent le Brexit. Quant au Parti travailliste, leur position a changé seulement un peu. Ils n'ont pas été discutés l'Europe jusqu'à récemment à cause de leurs électeurs qui sont basés dans le mur rouge au nord du pays, qui ont voté pour le Brexit et pour Boris Johnson en 2019. Donc, c'est quoi qui a changé pour eux? Effectivement, ils ont plus de la confiance grâce aux sondages qui disent qu'ils sont en tête des conservateurs en moyenne de 18%. C'est pour cette raison que Keir Starmer a rencontré Emmanuel Macron récemment. Cependant, vous voyez que Keir Starmer ne parle pas de rejoindre aucun le marché unique ni l'union douanière. Mais s'il gagne l'élection, je pense que c'est vraiment possible que la Grande-Bretagne va entrer d'autres programmes pour avoir des relations plus proches à l'Europe que maintenant. Vous avez déjà vu que nous sommes devenus encore un membre du programme Horizon sous Rishi Sunak. C'est aussi maintenant clair que le Brexit ne marche pas pour notre économie. 80% de notre PIB devient les services et nos services financiers contribuent 11% d'impôts. Et pour les PME, qui sont la plupart de nos entreprises, 99% en fait, c'est impossible de faire le commerce transfrontalier. Donc, c'est insoutenable. Mais aucune personne veut le dire avant l'élection. Néanmoins, il y aura une révision de l'accord de commerce et de coopération entre l'UE et le Royaume-Uni en mai 2026. Par ce moment, le Parti travailliste sera le gouvernement pour quelques mois, peut-être avec une majorité, ou peut-être il compte sur le vote des Lib Dem dans le Parlement. Et après, nous rejoindrons éventuellement d'autres programmes européens. Et puis, peut-être l'union douanière. Et puis, le marché unique. À mon avis, c'est inévitable que nous-mêmes demandons pourquoi nous n'avons pas le droit à faire les décisions. Ma provision, si vous nous laissez, nous rejoindrons l'UE par 2040 au plus tard. Merci. Finalement, les habitants de Londres et d'autres régions voient la même comme européenne. Ce gouvernement ne représente pas mon pays. Nous sommes tous partenaires et voisines. Si Donald Trump soit réélu, l'Ukraine aura besoin plus de notre soutien. Nous avons le même défi. Il faut que nous travaillions ensemble comme Européennes. Merci. Merci beaucoup Louisa pour ce message d'espoir et au fond la défense du Brexit après le Brexit. Et on pourra en rediscuter un petit peu plus tard. Je passe tout de suite la parole à Renaud Muselier. Je ne le présente plus. Renaud, président de la région Sud, ancien député européen, ancien secrétaire d'État aux affaires étrangères. Et c'est justement ces casquettes multiples qui vont nous permettre, ou qui vont te permettre plutôt de nous dire comment tu perçois l'Europe, des défis internationaux jusqu'au plus près d'entre nous, dans les régions, dans la vie quotidienne des Européens. Je te passe tout de suite la parole. Merci beaucoup, merci à vous, merci pour ta présentation. Merci à notre ami britannique qui parle un français remarquable, et donc ça fait plaisir. Je pourrais le dire après à notre ami roumain aussi, comme quoi finalement la francophonie fonctionne. Tu as souligné au départ le fait que dans la dernière campagne électorale aux élections européennes, la position du président Macron, de notre formation politique, pour rappeler quelque part que nous étions globalement, nous tous des pro-européens. Dans savoir comment ça se passait, il y avait le Brexit qui était la vraie difficulté, avec des positionnements qui ont été la plupart du temps
président pour ceux qui ont voté contre l'Europe et donc pour le Brexit. Une catastrophe économique, une catastrophe sur l'immigration, puisqu'ils avaient doublé le nombre d'immigration. Tout le volet sanitaire dont vous avez parlé, il n'a pas été réglé. Donc on voit bien que le populisme est d'une importance rare et qu'il faut faire très attention à ce qu'on dit quand on accélère les choses, le dispositif, quand on souffre au quotidien dans notre propre pays. Mais quand on souffre au quotidien dans notre propre pays, on est obligé de regarder un peu ce qui se passe autour de nous quand même. Donc quand on regarde ce qui se passe autour de nous, cette nuit, il y a eu une agression particulièrement importante du Hamas en Israël contre le peuple d'Israël. Dans la foulée, le Premier ministre, M. Netanyahou, a déclaré la guerre au Hamas. Ça va nous entraîner dans une démarche qui, quand même, va modifier les équilibres internationaux. Notre ami britannique nous a expliqué aussi que dans le cas de nos démocraties, on voit bien aux États-Unis la position qui va être prise, on verra dans le cas de l'élection qui arrive et les conséquences que ça peut avoir sur l'Ukraine. L'Ukraine qui est en première ligne dans ce conflit armé à la Russie, où M. Poutine a dit quand même hier ou avant-hier dans le Figaro que c'était un match contre la civilisation et qu'il voulait poser son ordre mondial. Et donc on est dans une situation, si on regarde un peu autour de nous, et c'est pas très loin, on regarde l'Ukraine, avec les conséquences que ça a sur les peuples de l'Est qui sont très sensibles, on le voit bien au Parlement européen, la façon dont ça se passe. On voit en Arménie où les Azéris ont décidé de prendre une partie de l'Arménie et le Haut-Karabakh, et qui entraînent déjà une migration de près de 100 000 personnes, avec mécaniquement, quand on regarde la carte, la volonté aussi de relier les deux parties des Azéris, donc ont coupé plus tard le sud de l'Arménie, et maintenant Israël. Donc on est en fait dans une situation qui nous échappe. Là, on n'est pas en train de parler des punaises de lit, on n'est pas en train de parler de savoir exactement comment ça va se passer. Je sais que c'est très important pour notre vie quotidienne, mais je dirais qu'il faut quand même qu'on recentre un peu les choses sur la suite, sur ce territoire. Moi, je suis d'une famille, mon grand-père a donné la croix de Lorraine à la France libre, mon grand-père a été déporté à Dachau. Moi, j'ai grandi dans la liberté, dans la démocratie, à mener des combats contre le Front National, à essayer de trouver des additions. Et ce qui va nous arriver, c'est pas tellement de savoir si finalement l'Europe marche bien ou pas bien dans le cadre de nos propres territoires, et j'y viendrai dans la sortie pour dire que finalement, quand on sait s'en servir de l'Europe, ça marche, et que nos territoires, ils s'en servent. Mais la réalité, c'est que pour nous tous, on va avoir un débat pour savoir qui est pro-européen ou non, qui est pro-russe ou non, qui est pour la démocratie ou non. C'est plus du tout le même match que celui d'avant. Et je pense que là, et c'est le mandat que nous avons fixé ce matin avec le Conseil national, de dire à notre secrétaire, à notre président, M. Séjourné, de rassembler le plus possible ceux qui sont pro-européens, ceux qui sont pour la liberté, ceux qui sont pour la démocratie, ceux qui sont pour la soif de paix sur ce continent qui nous engage tous au quotidien. Alors après, le nombre de milliards d'euros pour les transports, plus il y en a, mieux on en prend. Mais traitement, nous, dans nos territoires, moi j'étais député européen juste avant, pendant la mandature précédente. Je suis arrivé, malgré toutes sortes de mandats au niveau national ou au ministère, je ne savais pas me servir de l'Europe. Or, en réalité, maintenant, je suis passé dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de 300 millions d'euros sur la mandature d'avant à 5 milliards et je monte à 10 milliards. Parce que tous mes dossiers sont éligibles. Et qu'on ne sait pas forcément bien s'en servir. Alors, ce n'est pas le tiroir caisse de l'Europe, l'Europe. Voilà. Mais par contre, quand vous, dans la stratégie européenne, quand vous faites un dossier environnementaliste qui fait en sorte que vous protégez l'économie en même temps que l'environnement, vous devenez éligible et vous avez des moyens financiers pour avoir des terres à l'hydrogène. C'est mécanique. C'est pas nous qui avons raison contre l'Europe. C'est l'Europe qui essaie de faire vivre ensemble tous ces millions d'habitants avec ces cultures différentes qui doivent fonctionner dans le même intérêt général et faire développer les peuples et les pays qui en ont besoin. Et parce qu'il y en a qui ont pris beaucoup de retard. Bon. Et il y en a qui ont pris beaucoup d'avance. Mais à la sortie, on est pour ou contre la démocratie, on est pour ou contre la liberté, ou on est pour ou contre l'autocratie. Voilà. Merci beaucoup Renaud, et je passe tout de suite la parole à Dacian Ciolos qui va nous dire comment est-ce que lui il perçoit les choses depuis Bruxelles, depuis la Roumanie, et puis aussi avec les perspectives éventuelles d'élargissement à venir. On vous écoute Dacian, merci beaucoup. Voilà, merci. Bon, je vais essayer dans les 5 minutes vous dire pourquoi il ne faut pas avoir peur de l'élargissement et pourquoi la refonte de l'Union européenne ne dépendra pas ou ne sera pas forcée que par l'élargissement, mais par la réalité qu'on est en train de vivre.
Moi, personnellement, je me réjouis de voir que le projet européen continue à susciter de l'espoir et de l'attraction. C'est-à-dire qu'on a des pays autour de nous qui souhaitent adhérer à l'Union européenne, même si nos amis britanniques ont décidé de sortir. Mais on le voit que... non, mais je sais. Mais on voit, et d'ailleurs, les Dem, ils étaient, je pense, les plus pro-européens des Britanniques au Parlement européen. Donc, moi, j'étais content d'être président du groupe où on avait des Britanniques qui ne voulaient pas quitter l'Europe. Donc, je pense que d'abord, on doit se réjouir du fait que le projet européen, qui est d'abord un projet de paix, qui a gardé la paix sur le territoire européen et dans l'Union européenne au moins, même si on a eu des conflits en ex-Yougoslavie, on le voit maintenant en Ukraine. Mais vous voyez, les pays qui ont peur, qui risquent d'être agressés, souhaitent adhérer à l'Union européenne. Donc l'Europe est un gardien de paix et peut être un gardien de paix. Donc ça, je pense que ça devrait nous réjouir. Le fait qu'on aura dans les années à venir à intégrer l'Ukraine et d'autres 7, 8, peut-être 9 pays, à mon avis, ne devrait pas nous faire peur parce que je pense que l'Europe de 2030 ne sera pas l'Europe d'aujourd'hui avec ou sans l'élargissement. Nous allons être obligés et poussés par la réalité qu'on est en train de vivre d'évoluer, de faire évoluer notre modèle économique, de faire évoluer notre modèle alimentaire, notre relation avec la nature, avec les ressources naturelles et aussi avec le reste du monde. Donc, on aura encore quelques années de transition parce que c'est un peu l'histoire de l'Europe. L'Europe a toujours évolué et s'est transformée, poussée par des crises. Et l'Europe, depuis les années 50, a su transformer les crises en opportunités. Et je pense que ce qui s'est passé avec Covid et même avec le Brexit montre que l'Europe a toujours la force, malgré les différentes discussions et petites disputes qu'il peut y avoir, l'Europe a toujours la force de faire cette transformation. Et le grand projet de Pacte vert, de Green Deal, avec la digitalisation, la transformation qui va être provoquée par l'intelligence artificielle, va nous obliger à évoluer. Notre façon de décider les choses dans l'Union européenne devra évoluer, pas seulement parce qu'il y aura l'Ukraine et les autres pays qui vont rentrer dans l'Union européenne, mais parce qu'on doit le reconnaître. Nous avons un gros problème de crédibilité de la classe politique en Europe, de déconnexion entre des leaders politiques et les gens qui décident sur le terrain et qui passent leur vie sur le terrain. Et au niveau européen, encore plus qu'on peut l'avoir au niveau national dans un pays européen ou un autre. Et je pense que ça va nous obliger à transformer nos institutions, à rendre le processus décisionnel plus transparent, plus proche des citoyens et à rendre l'Europe plus visible vis-à-vis des citoyens. Donc c'est ça notre grand défi. Il ne faut pas laisser les populistes et les extrémistes dire que c'est à cause de l'Ukraine ou à cause des pays des Balkans que nous devons transformer notre politique agricole commune, notre politique de cohésion et d'autres politiques. La politique agricole commune, j'étais commissaire européen à l'agriculture pendant 5 ans, depuis 2010 à 2014. Quand on parlait de l'environnement, et j'étais sifflé par les agriculteurs en disant qu'on veut détruire l'agriculture. Aujourd'hui, la plupart des agriculteurs comprennent que travailler avec les ressources naturelles, le sol, l'eau, la biodiversité, ça veut dire qu'il faut les intégrer aussi dans l'approche productive. Et on va encore évoluer avec cette idée. Donc nous allons transformer notre politique agricole commune, peut-être en mettant plus l'accent sur l'alimentation, sur le rôle de consommateur aussi, non pas parce que l'Ukraine, avec 1/3 de terres arables européennes, va rentrer dans l'Union européenne, mais parce que nous avons besoin de faire ça. Et avec l'Ukraine, un grand producteur de céréales, l'Europe peut devenir le leader de fournisseurs d'alimentation au monde. Et vous voyez comment quelqu'un comme Poutine peut utiliser l'alimentation comme arme dans le monde pour agrandir sa domination. Mais une Europe démocratique qui aura plus d'influence sur la production alimentaire, pourra jouer un rôle au niveau international, un rôle géopolitique encore plus important si nous savons faire ça de manière intelligente. J'entends aussi la cohésion, la politique de cohésion va être détruite parce que l'Ukraine. De toute façon, nous avons déjà décidé
d'aider l'Ukraine à la reconstruction une fois que la guerre sera finie. Le programme de reconstruction de l'Ukraine, qui va durer au moins 10 ans, peut-être plus, ça va être, à mon avis, ce qui est le programme de cohésion maintenant pour les pays de l'Est. Donc, nous avons des instruments pour faire face à ces défis, mais il faut surtout être visionnaire, ne pas avoir peur, ne pas laisser polluer les discours par les populistes et les extrémistes et les souverainistes qui disent on a besoin de monde d'Europe, même si j'entends plus maintenant des extrémistes et souverainistes en parlant de faire sortir la Hongrie de l'Union européenne, ou faire sortir la Pologne de l'Union européenne, ou la Roumanie, ou d'autres pays, parce qu'ils ont compris maintenant avec le Covid qu'ils ne peuvent pas gérer les choses s'ils sont à l'extérieur de l'Union européenne. Donc il faut avoir confiance dans notre projet. Il ne faut pas avoir peur de l'élargissement parce que ça veut dire que nous avons encore une réserve d'espoir à construire non seulement en Europe mais aussi à contribuer à ça au monde. Et troisièmement, j'en suis sûr que toutes ces crises et ces défis vont nous renforcer si nous savons regarder derrière et non pas à droite ou à gauche et s'occuper de punaises, comme dit ma femme. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai que les punaises, en comparaison de la guerre en Ukraine, ça paraît anecdotique, effectivement. Je passe tout de suite la parole à Laurence Boone. On a beaucoup parlé d'élargissement et on voit bien que la prochaine législature sera quand même très largement consacrée en partie à ce débat sur l'élargissement et sur la transformation aussi de nos institutions. Comment est-ce que vous voyez ces élections à venir et la manière dont elles pourraient être percutées par la question de l'élargissement, puisque au Conseil du mois de décembre, les chefs d'État et de gouvernement auront vraisemblablement à se prononcer sur l'ouverture des négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la Moldavie. Merci. D'abord, je voudrais dire un grand merci pour tous ces plaidoyers qui sont à la fois régionaux, nos territoires, britanniques, vous serez toujours les bienvenus, et nos voisins de l'Est. La première chose que j'ai envie de vous dire, et à laquelle je crois profondément, c'est qu'il n'y aura pas d'élargissement si on ne vote pas bien aux élections européennes. Et le premier ennemi... Et ça, c'est la seule certitude qu'on peut avoir. La seule certitude, c'est que le premier ennemi, puisqu'on parlait de punaises, c'est le RN, c'est Reconquête, et il va falloir les battre. Et la deuxième, je vous rejoins complètement, c'est que l'élargissement, c'est pas les travailleurs déplacés, c'est pas l'invasion. D'ailleurs, Clément a réglé les travailleurs déplacés. Merci Clément. De toute façon, aujourd'hui, on est au plein emploi. On est au plein emploi en manque de personnes. On a déjà beaucoup de réfugiés et je ne crois pas que quiconque s'est plaint d'une personne qui vient d'Ukraine. Et au contraire, il va falloir continuer à les soutenir jusqu'au bout, parce que la victoire de l'Ukraine, comme le disait Renaud, c'est la victoire de l'Europe, c'est la victoire des Français. Alors, comme on s'en est beaucoup parlé, je crois qu'on est tous d'accord, on ne va pas gagner sur une réforme des institutions ou des traités. C'est assez peu vendeur. En revanche, il y a un truc dont on est sûr, c'est que si on veut faire tout ce qu'on veut faire, on va avoir besoin de repenser notre budget. On va reconstruire l'Ukraine. Et on va la soutenir déjà pour les années qui viennent. On va devoir, avec la taxe carbone, rembourser NGIU. On va devoir faire la transition énergétique. Et là, je voudrais dire un truc qui est hyper important et qu'on ne dit jamais assez. L'Europe, c'est la première région écologique au monde. Au monde. Personne ne fait autant que nous. Mais ça veut dire des investissements. Des investissements dans le renouvelable, des investissements dans le nucléaire, des investissements dans la grille énergétique pour que l'énergie soit pas chère aussi, parce que la première punaise, puisque c'est à la mode aujourd'hui, c'est les problèmes de pouvoir d'achat. Il faut qu'on puisse donner de l'énergie pas chère à tout le monde. Et sûr, et sûr. Et je vous rappelle que le renouvelable, c'est intermittent, ça marche la moitié du temps, et généralement pas la moitié où on en a besoin. Reconstruction, NGIU, le plan de relance, les investissements énergétiques, les investissements numériques, parce que l'Europe, c'est la région au monde qui va pouvoir faire une transition numérique humaniste. On a les Chinois qui font la transition
numérique de surveillance. On va avoir les États-Unis qui vont faire une transition numérique un peu débridée. Mais nous, en Europe, on va faire la transition numérique au service des hommes. On va mettre l'intelligence artificielle au service de la santé. On va mettre l'intelligence artificielle au service des transports, au service des régions et au service de la connectivité, même avec ceux qui sont à nos frontières. Donc ça, c'est notre programme et il va falloir se battre pour un vrai budget avec des ressources propres et qui nous permettent de devenir la puissance que l'on mérite d'être. Et là, je vais vous demander juste de retenir un chiffre. Nous sommes aujourd'hui 440 millions d'Européens. C'est 100 millions de plus que les Américains. Si on fait l'élargissement, et si un jour nos amis britanniques nous rejoignent, on peut rêver, on sera à plus de 500 millions. C'est une puissance colossale. Nous avons 440 millions de personnes avec un PIB par tête, un revenu par tête de 25 000 euros. Nous sommes une puissance phénoménale et on ne le dit jamais assez. Ça veut dire quoi? C'est quoi l'intérêt d'être une puissance phénoménale? C'est deux choses. La première, c'est d'arrêter la Russie, pardon. C'est de la retenir, de soutenir l'Ukraine. Merci. C'est l'émotion. C'est l'émotion d'être ici à Bordeaux avec vous. Il faut quand même qu'on vous le dise, mais c'est quand même un des meilleurs moments de notre vie politique d'être avec vous. Et d'ailleurs, j'en profite, allez, on vous applaudir. Donc 440 millions, ça veut dire qu'on peut imposer nos normes écologiques au reste du monde. Si vous êtes une entreprise britannique, vous n'allez pas vous mettre à faire des prises pour le système énergétique britannique et puis d'autres pour les 440 millions européens. En fait, vous allez tous coller ce que vous faites pour l'Europe chez les Britanniques aussi. C'est comme ça qu'on va arriver à entraîner le reste du monde dans la transition énergétique. Quand j'entends les gens dire « Ah oui, mais on n'est que 8% des émissions ». Ouais, mais si tout le monde produit des choses qui sont propres et vertes pour nous, ils vont les produire aussi pour les autres. Donc, il faut y aller. Donc, il nous faudra un autre budget. Et puis, Darius a dit quelque chose qui, je crois, est vraiment important. D'ailleurs, tout le monde dit des choses très importantes, évidemment. Mais il a dit une chose, il a parlé de l'Europe du quotidien. Alors, je voudrais qu'on arrête de dire Bruxelles, déjà, parce que c'est jamais Bruxelles. En fait, c'est nous. Donc, plus de Bruxelles. Et l'Europe du quotidien, il y a un truc, c'est les jeunes. Il y en a plein, et puis on l'a tous été, en plus. À peu près tout le monde ici. On est tous jeunes, on est tous restés jeunes parce que l'Europe, c'est un projet jeune, c'est un projet moderne et la preuve, c'est les Géorgiens, c'est les Ukrainiens, c'est les Moldaves, c'est les Balkans qui agitent le drapeau européen et on l'agitera jamais assez nous-mêmes. Donc c'est un projet jeune et il faut qu'on aide les jeunes à se sentir européens et pour ça, on n'a rien trouvé de mieux qu'Erasmus. Erasmus, 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 on est tous Erasmus. Il y a un sujet aujourd'hui pour les étudiants, et je vais finir là-dessus. Pour Erasmus, les étudiants qui sont en master, ils arrivent toujours à se débrouiller. Ils vont faire un emprunt étudiant, ça va compléter leur bourse, ils vont partir. Les étudiants qui sont en CAP, les étudiants qui sont en BEP, les étudiants qui sont dans des lycées professionnels, eh ben, c'est vachement plus dur. Alors, ce qu'il faut qu'on vende, ce sur quoi on compte, c'est qu'on dédie une partie de la politique de cohésion au logement pour les étudiants Erasmus. Dans tous les pays, ils ont un problème. Il faut qu'on l'utilise et qu'on la mette au service des jeunes. Merci. Merci beaucoup Laurence. Et j'en viens à notre dernier intervenant de ce premier tour de table, Clément Beaune, qui a été l'un des artisans, au fond, de ce sursaut européen qui a été initié par la France et par le président de la République ces 6 dernières années, et on voit qu'au fond, on a gagné une bataille idéologique. Souvenez-vous, lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, beaucoup de nos opposants, en particulier à l'extrême droite, voulaient sortir de l'Europe, sortir de l'euro. Aujourd'hui, ils n'osent plus l'affirmer, même si le projet reste là, en proposant de désobéir, par exemple, aux règles européennes, à droite, à l'extrême droite et à l'extrême gauche. Ce n'est rien d'autre qu'un Frexit par petits bouts. Et donc, ce qui serait intéressant, Clément, de pouvoir entendre de ton point de vue, c'est ce changement idéologique qui a été opéré ces 6 dernières années, au fond, peut-être de faire le bilan de 6 ans après la Sorbonne. Merci beaucoup Pierre-Alexandre, vaste programme. Je vous rassure, je ne vais pas parler de punaises de lit. Vérifiez quand même vos sièges, on ne sait jamais. Non, tout a été nettoyé. Non, beaucoup plus sérieusement et beaucoup plus gravement, je voulais quand même dire un mot au nom de notre mouvement politique et comme l'a fait le président de la République pour condamner les attaques terroristes qui ont frappé Israël depuis ce matin.
Et puis pour qu'on pense... Et pour qu'on pense aussi, comme l'a dit Renaud Muselier tout à l'heure, à l'Arménie. En ce moment, je crois qu'on est tous extrêmement touchés. La France y est engagée. Et je ne le dis pas simplement parce que l'actualité nous frappe et nous rattrape toujours, mais parce que, comme l'a dit Renaud, comme l'a dit Laurence, comme l'ont dit aussi nos invités britanniques et roumains, c'est qu'on ne mesure jamais assez la valeur, l'importance et la fragilité du projet européen. Et donc, on a fait, pour quelques-uns d'entre nous, on a eu cette chance qui est un immense privilège, parce que ça concerne encore trop peu de gens et parce que c'est très récent, de voyager, de faire une année d'études comme Erasmus. Il ne faut jamais oublier que ça n'est qu'il y a 7 décennies à peine que quelques penseurs et quelques acteurs politiques un peu fous, et nous en sommes les héritiers nécessaires, se sont dit, au lieu de se taper dessus, on va se mettre autour d'une table. Ça paraît tout bête, mais ce qu'on est en train de faire là, on est aujourd'hui capable de le faire au niveau européen. Et même quand on se bat à coups de directives, de règlements, d'amendements, et que tout le monde l'a vécu ici du niveau régional ou en tant que commissaire, ministre et autres, parlementaires, c'est mieux de se battre à coups de longues explications juridiques et technocratiques européennes que de se battre sur un champ de bataille. Et donc il ne faut pas l'oublier, parce que tous les pays qui sont à nos portes en situation de guerre ou d'occupation, et on le voit avec l'Ukraine, ce n'est pas par hasard qu'ils veulent rentrer dans l'Union européenne. Et je vais revenir évidemment sur ce qui s'est passé depuis 6 ans, mais j'allais dire, je commence par la fin, qui est malheureusement encore l'actualité, c'est évidemment la guerre en Ukraine. Moi, Laurence le sait par cœur pour le vivre aujourd'hui, je suis toujours très frappé, j'étais encore en responsabilité européenne à l'époque, c'était pendant la présidence française de l'Union européenne, que, alors que la guerre venait de commencer en Ukraine, que Kiev était encore elle-même sous les bombes, les Ukrainiens, le gouvernement d'Ukraine, le président ukrainien, ont dit on va adhérer à l'Union européenne. Et non seulement ils ont dit ça, on veut adhérer à l'Union européenne, parce que c'était un symbole et c'était une perspective d'espoir, mais ils ont dit on va remplir tous les dossiers pour adhérer à l'Union européenne sérieusement, comme le fait tout pays. C'est 1500 pages. Je dis ça pas simplement pour vous dire qu'on fait un peu trop de papier et de bureaucratie, mais quand on entend, et on a raison de râler contre Bruxelles, qui n'est souvent que notre expression propre, contre la bureaucratie européenne, contre les normes, contre les galères. Il y en a, ils sont dans un abri et leur rêve, c'est de remplir un formulaire européen. Parce qu'ils savent que derrière le formulaire, il y a un projet politique. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut jamais se laisser distraire par les petites choses qui font, et il faut les régler, la vie européenne ou notre vie, qui est une forme de luxe de pouvoir se préoccuper de ces choses-là, et laisser de côté l'essentiel. Les Ukrainiens, les Arméniens et d'autres nous le rappellent chaque jour. Alors qu'est-ce qui s'est passé justement depuis 2017 ? Je ne serai pas trop long, parce que vous le savez. D'abord, je pense qu'il faut qu'on soit, et je le dis collectivement, très fiers. Vraiment très fiers. On ne fait jamais tout parfaitement, on ne fait jamais tout suffisamment. Mais collectivement, parce que c'est souvent la source de notre engagement initial, quel que soit le moment où c'est arrivé, derrière Emmanuel Macron, avant même qu'il soit président de la République pour certains d'entre nous, c'était l'Europe. Et je raconte souvent cette scène réelle, que je ne tairai les noms des interlocuteurs de l'époque, mais Emmanuel Macron, et on était quelques-uns autour de lui, faisaient une réunion de travail sur les grands thèmes d'une future campagne présidentielle possible. Et il a insisté lui-même sur le fait qu'il fallait être européen. On était à l'été 2016. C'était quelques semaines après le référendum du Brexit et quelques semaines avant un événement qu'on n'imaginait pas encore possible et malheureusement qui s'est produit, l'élection de Donald Trump. Je peux vous dire qu'à l'époque, faisons tous le film, se dire que la première ligne politique qui a traversé toutes nos propositions, c'était d'être pro-européen, de défendre l'Europe et, comme on l'a dit, de mettre des drapeaux européens dans nos meetings à côté du drapeau français, en plus de notre drapeau national, c'était pas facile. Et tous, on y a participé. Et c'est avant même le discours de la Sorbonne là que les choses ont commencé. Alors le discours de la Sorbonne il était très important, il fait 19 pages, donc je ne vais pas toutes vous les lire. Je crois qu'il y a d'ailleurs une vingtaine de fois le mot souveraineté. Et c'était très important parce qu'il ne faut pas qu'on retourne le piège aujourd'hui. Pourquoi on a dit souveraineté ? Parce qu'à l'époque, le grand discours de l'extrême droite, on s'en souvient, c'était de dire nous on est pour la souveraineté nationale, donc on est contre l'Europe. Et nous on dit on est pour la souveraineté nationale, donc on est pour l'Europe. Parce que sur tous les grands défis,
C'est pas transférer la souveraineté de je ne sais où à je ne sais où, de Paris à Bruxelles ou de Paris à Berlin, comme le disent dans la caricature encore les extrémistes. C'est être convaincu que nous sommes un pays fort en Europe, donc on peut faire des propositions, on peut faire avancer des idées. On l'a dit, le travail détaché, c'était le grand thème de la fin de campagne 2017. On n'en parle plus aujourd'hui parce que le problème est, peut-être pas à 100%, mais à 80% ou 90% réglé par une règle et une loi européenne. Que si on se bat, on est capable d'avoir un projet écologique européen, le Green Deal. Et tout ça, c'était dans le discours de la Sorbonne. Ces grands thèmes sur la migration, la défense et la sécurité, qui à l'époque était un thème européen mineur. On voit ce qu'il en est aujourd'hui avec la guerre sur notre continent. Sur le grand défi écologique et climatique, sur l'idée d'avoir une dette commune, ça a été rappelé, pour faire face à ces grands défis. Une dette commune, c'est pas juste un chiffre et un machin financier, c'est qu'on croit en l'avenir ensemble. Quand vous vous endettez et qu'on vous prête de l'argent à la banque, qui vérifie quand même assez scrupuleusement les choses en général, c'est qu'elle pense que vous êtes capable de rembourser, donc que dans 10, 20, 30 ans, vous serez encore là et capable de lui payer les traites tous les mois. Et bien c'est pareil pour les Européens. Le fait qu'on ait fait une dette commune, ça veut dire qu'on croit, c'est un acte de confiance dans l'avenir, que dans 20, 30 ans, on sera encore là ensemble pour rembourser et investir. Et tout ça, c'était, on peut le vérifier, dans les intuitions et les propositions du discours de la Sorbonne. On a été traité un peu là aussi de fou à l'époque, et on y a cru et on l'a fait. Alors, on croyait qu'on relèverait tous les grands défis communs par des propositions et des actions européennes. Ce qu'on a découvert en plus, c'est qu'il fallait régler toutes les crises européennes qu'on ne soupçonnait pas complètement, et on a été servi, et ce n'est pas fini. Du Brexit à la guerre aujourd'hui, même si elles sont évidemment très différentes, en passant par la Covid, au niveau européen. Et je dis juste un mot là-dessus, parce qu'il faut s'en souvenir dans le combat politique qu'on mène. Tout est politique, comme dirait l'autre, et on va avoir les élections devant nous. C'est pas juste un calcul d'apothicaire pour obtenir des postes, même si on en a besoin, pour peser au Parlement européen et agir. Mais c'est rappeler ce qu'on est et ce que les autres sont. Il ne faut pas oublier, Pierre-Alexandre l'a dit à l'instant, que l'extrême droite, ça a toujours été la voie de sortie. Ça a toujours été la voie de sortie. Ils sont obsédés par ça. Ils voulaient le Frexit, après le Brexit. Ils se sont dit finalement ça ne marche pas. Ils ont voulu défendre la sortie de l'euro en disant c'est le Frexit doux. On se souvient de Mme Le Pen qui se sont mêlés dans ses fiches dans le débat de 2017 en proposant l'écu, l'euro, un mélange des deux, un jour l'un, un jour l'autre, etc. Bon, on avait deux portefeuilles. Et finalement, heureusement, on ne l'a jamais eu au pouvoir. On n'a pas eu ça. Mais on aurait eu ça. Bon. Après, ça a été un moment Schengen. Et puis aujourd'hui, c'est le marché européen de l'énergie, parce qu'il faut bien trouver quelque chose dont il faudrait sortir. Bon. Et c'est toujours la même sortie. C'est des gens qui ont dit, au moment de la crise Covid, on va acheter le vaccin russe. Ce sont des gens qui ont dit quelques jours avant l'invasion de l'Ukraine, non pas on va discuter, pourquoi pas, mais on veut une alliance avec la Russie. Ce sont ces gens-là qu'on a comme adversaires politiques aujourd'hui. Donc on a fait progresser les choses, proposition après proposition. Il ne faut pas oublier qu'avoir tenu le fil d'Ariane de l'Europe pendant toutes ces années, ça a été notre bouée de sauvetage politique et géopolitique. Et malheureusement, parce que je le regrette comme ami et amoureux du Royaume-Uni où j'ai vécu quelques mois, Laurence y a vécu un long moment aussi, on y est tous très attachés, c'est que malheureusement, j'espère que ce choix n'est pas définitif pour les décennies qui viennent, on sera évidemment heureux de l'inverser avec vous, c'est que le Brexit a été, comme dirait l'autre, une connerie funeste, Monsieur le Président, mais je crois que ça s'applique en effet parfaitement à cette idée. Si on avait besoin d'une expérience scientifique qui montre comment ça se passe quand on n'a plus l'Europe, je regrette que vous en ayez fait l'expérience, mais au moins qu'elle nous serve à nous. La réponse simple, c'est ça ne marche pas. Alors croyons en l'Europe, soyons fiers de tout ce qu'on a fait en Europe depuis 6 ans, et surtout on a encore beaucoup à faire, et donc ça vaut le coup, et je sais que vous le faites à chaque instant, d'être là, et merci d'être si nombreux, parce qu'on a ce débat important, vital même, et d'être encore là pour le combat des européennes, parce que c'est pas juste un combat pour des postes, des élus, c'est très important, c'est un combat existentiel pour notre projet politique et pour notre président de la République. Merci beaucoup. Merci beaucoup Clément. Merci à tous. Il nous reste 20 minutes avant la fin de cette table ronde. Donc plutôt que de vous relancer individuellement, parce que comme vous êtes nombreux, ça pourrait combler les 20 minutes et donc ça vous laisserait pas ou peu de temps pour que vous puissiez poser des questions. Et que je sais que vous avez envie de poser des questions, je vous propose qu'on passe tout de suite aux questions de la salle. Et donc levez la main. Ouais. On va passer dans la salle. Je vous propose d'en prendre 5 pour commencer. Puis après, s'il nous reste du temps, on continuera. On commence devant. Oui, bonjour. Question courte. Ce n'est pas une question, c'est juste une remarque.
C'est juste une remarque parce que nous allons aller vers des élections, vers une campagne. Et j'ai envie de dire que j'ai surtout beaucoup écouté les uns et les autres, mais Monsieur Dacian Ciolos, je trouve que dire que l'Europe, gardienne de la paix, ça pourrait être une belle thématique pour notre campagne des européennes, parce que j'avoue que je suis très inquiète de ce qui va se passer sur ces élections et qu'il ne faut pas qu'on multiplie les messages. Et c'est très très beau ce que vous avez fait. Et faire aussi un rappel, comme l'a dit Clément Beaune, de aussi ce que l'Europe a fait aujourd'hui, ce que nous avons fait par le biais de l'Europe. Merci beaucoup. Si vous pouvez poser des questions courtes pour qu'ils puissent répondre. Merci. Oui, bonjour. Donc, tout d'abord, je suis content d'avoir une compatriote parmi nous, donc, comme en England. Et voilà, une petite question, c'est que, comme vous, j'étais en Angleterre aussi, pendant le vote de Remain, et l'une des questions qui avait trouvé beaucoup d'écho chez les gens qui ont voté, c'était justement le spectre de l'élargissement. À l'époque, on parlait de la Turquie qui allait envahir l'Europe. Donc, ma question, c'est comment vous quantifiez, est-ce que vous avez regardé quel est l'impact de cette discussion sur l'élargissement sur l'électorat? Parce qu'on a trouvé en Angleterre que dès qu'on parle de ça, les gens avaient extrêmement peur et que ça trouvait beaucoup d'écho. Merci. Merci. Encore 3. Bonjour. Moi, je voulais juste faire une remarque et poser ma question. C'est-à-dire que du 1er janvier 2022 au 31 juin, il y a eu la France comme président de l'Union. 3 ans après, dans un an, au moment des élections européennes, on va avoir la Hongrie à la présence de l'Union européenne. Au moment où on va changer de parlement, où Trump va peut-être réarriver au pouvoir, que va-t-il se passer avec la Hongrie à la présidence de l'Union européenne? Pour l'Ukraine et pour le reste, je suis très inquiète et je vous pose la question. Merci beaucoup. Encore 2 questions. Une pour Clément, une pour Renaud. Oui, je voulais poser une question à la ministre. Quand on a des adversaires, il faut les nommer. Or, j'ai remarqué que dans votre intervention, vous n'avez nommé que le Front National. Or, je crois qu'on a 2 adversaires. C'est le Front National et Mélenchon. Et si on ne tape que sur le Front National et on protège d'une manière ou d'une autre les mélenchonistes, c'est le Front National qui devient le principal adversaire de Mélenchon et vous le renforcez. Merci. Une dernière question. Bonsoir, Christophe Le Boulanger, Calvados. On est à l'aube sans doute avec le dérèglement climatique de grandes vagues de migration. Aujourd'hui, quelques bateaux dans la Méditerranée provoquent quelques crispations au sein de nos pays européens. Comment est-ce que l'Europe peut s'organiser pour anticiper ces grandes vagues de migration? Merci. Merci beaucoup. Alors, qui veut répondre? Dacian, peut-être sur l'Europe gardienne de la paix. Oui, mais avant de répondre aux questions, parce que je suis le seul europarlementaire en exercice ici, permettez-moi de faire la pub pour mes collègues français. Vous avez ici ce qu'on a fait ensemble. Pour ces projets qui sont là dans ce bilan de mandat, c'est eux qui ont porté beaucoup de projets, mais comme Clément le disait, on le fait ensemble. On se bat sans se faire la guerre. On se bat là-bas et je pense qu'il vaut mieux qu'on ait une Europe où des fois on ne s'entend pas avec la Hongrie, avec la Pologne. En fait, je mentionne avec le Premier ministre de la Hongrie, pas avec le peuple hongrois, avec l'actuel Premier ministre de la Pologne, pas avec le peuple polonais. C'est le travail des politiciens de se disputer pour éviter justement qu'on ait la guerre. Donc, projet de paix, moi je suis un des bénéficiaires. Jusqu'en 89, jusqu'à 19 ans, j'ai jamais pensé que j'aurais l'occasion, l'opportunité de quitter le pays et de sentir ce qu'est la démocratie. Donc, depuis, il y a beaucoup de gens qui me demandent mais pourquoi tout tourne autour de l'Europe et des responsabilités européennes. Mais parce que pour moi, c'est clairement une deuxième vie. Et c'est pour ça que je comprends tout à fait les Ukrainiens que j'ai vus à la frontière roumaine, les réfugiés ukrainiens qui sont passés par des dizaines, des centaines de milliers
quand la Russie a attaqué l'Ukraine. Je comprends tout à fait leur espoir pour l'Europe. Et je peux vous dire qu'on a fait des calculs, on est en train de faire des calculs de qu'est-ce que ça veut dire l'élargissement, le coût de l'élargissement, mais justement l'impact le plus important sera sur la politique agricole commune et sur la politique de cohésion. Mais je disais, de toute façon, nous devons revoir notre politique agricole commune sans ou avec l'Ukraine. Nous devons repenser comment concilier le Green Deal et l'impact sur l'agriculture avec les revenus des agriculteurs. Et il faut qu'on en parle. On n'a pas parlé suffisamment de ça. On a parlé beaucoup de mesures issues de Green Deal, de la Farm to Fork, qui ont un impact sur l'agriculture, mais on n'a pas parlé de comment on va à l'avenir constituer les revenus des agriculteurs qui maintenant dépendent beaucoup des subventions européennes. Et je pense qu'on a des solutions. On ne va pas les développer ici. Pour nos campagnes électorales respectives l'année prochaine, je pense qu'il faudra qu'on en parle. Et peut-être que même notre famille politique, il faudra qu'il mette quelque chose sur la table parce qu'il y a des idées. Donc, il y a des solutions et il ne faut pas avoir peur. Ceux qui vont essayer de faire peur aux gens, ils vont profiter du manque d'informations et des idées et des solutions sur la table. Donc je pense que c'est ça notre devoir, c'est que d'ici la campagne électorale pour les européennes, on vient déjà avec des idées et avec des solutions potentielles et on les a. Mais ça veut dire un discours positif et non pas un discours défensif. Et il faut surtout éviter à rentrer dans la défensive dans la campagne électorale parce qu'on a des idées, on a des solutions. Merci beaucoup, Dacian. Laurence. Alors, je vais répondre sur deux choses. D'abord, monsieur, vous avez raison, ce n'est pas notre seul ennemi, mais c'est le plus fort aujourd'hui. Ils sont entre 30 et 40%. Donc, c'est eux qu'il faut d'abord attaquer. Hein. C'est pour ça que je parlais d'eux surtout. Et puis surtout, c'est eux qui systématiquement dézinguent l'Europe pour dire les mots. Je vais vous donner un exemple. Quand Madame Meloni, qui a quand même beaucoup évolué pour reconnaître que l'immigration, c'est un sujet européen. Ce n'est pas un sujet français, ce n'est pas un sujet national. Comme le disait, je crois que c'était Clément ou Renaud, depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, il y a 2 fois plus de migrants qui sont illégaux au Royaume-Uni. 2 fois plus. C'est beaucoup. Le jour où Mme Meloni, qui reconnaît que c'est à l'Union européenne que ça se règle, invite Ursula von der Leyen à Lampedusa, elle est où, Mme Le Pen? Elle est à la fête de la Ligue avec M. Salvini. Et ça veut tout dire. Tout dire. Et je n'oubliez pas, ils sont entre 30 et 40%. Maintenant, on peut aussi évidemment, et il faudra aussi évidemment s'attaquer à tous ceux qui veulent saper l'Europe. Je crois que Clément, Pierre-Alexandre, tout le monde l'a dit ici. Il y a un parti pro-européen en France. C'est le nôtre. Et c'est vous, les pro-européens, pas les autres. Et sur l'élargissement, je suis complètement d'accord avec vous. Il n'y a pas de quoi être défensif. C'est vous-même qui l'avez dit d'ailleurs. On est l'union forte de démocratie, de paix, de liberté fondamentale. Ici, on peut dire tout ce qu'on veut. Tout. J'incite ceux qui critiquent la démocratie européenne à aller voir aux frontières ce qui peut se passer. Vraiment. Ils ne pourraient pas parler de la même façon que ce qu'ils font chez nous. Et ça, c'est vraiment le truc à chérir. Merci beaucoup, Laurence. Clément, la Hongrie, l'immigration, l'élargissement. Oui. Ce qui te fait un sujet rapide et simple. Non, peut-être 2 mots sur... Pas d'émeute, pas d'émeute. Nous sommes là. Je vais me lever, ça vous verrez. Je vais me mettre un peu par là pour compenser. Non, quelques mots rapides. Sur l'élargissement, ça a été dit par Dacian, par Laurence notamment. Je ne pense pas qu'il faille en avoir peur, il faut prendre le sujet au sérieux. Et on a toujours défendu l'idée que l'élargissement au sens géopolitique du terme, c'est-à-dire intégrer des pays qui font le choix de l'Europe plutôt que d'en faire un autre, parce que c'est ça la question qui se pose. L'Ukraine veut aujourd'hui s'ancrer en Europe, évidemment il faut d'abord qu'on mette fin à la guerre, mais pour être du côté des démocraties libérales et occidentales durablement. Est-ce notre intérêt? Oui. Est-ce qu'on a intérêt à ce que les Balkans soient ancrés dans le territoire européen, dans le projet politique européen démocratique
ou est-ce qu'on veut qu'il soit soumis aux influences russes, chinoises, turques ou autres? Bah, je pense qu'il vaut mieux les ancrer du côté de l'Europe. Ça ne veut pas dire que les choses, il ne faut pas être naïf, sont faciles. Ça pose la question de notre budget, de notre solidarité, de nos processus de décision. Donc on a toujours dit que l'élargissement, ce n'était pas juste ouvrir la porte en faisant semblant d'être généreux. C'était pour être vraiment efficace et généreux, considérer qu'on doit changer le mode de fonctionnement avant que les choses se passent ou pendant que les choses se passent. Ça, c'est clair. Mais je crois qu'il faut dire aussi, et d'ailleurs le président de la République l'a très clairement dit dans un récent discours à Bratislava, chère Laurence, sous ton contrôle, c'est que nous avons aussi une nouvelle donne avec la guerre en Ukraine. Et que le sujet, il va être de savoir si les pays qui sont aujourd'hui aux marches de l'Union européenne doivent ou pas trouver un projet politique commun avec nous. Ça commence par cette communauté politique européenne qu'on avait lancée pendant la présidence française de l'Union européenne et qui en est à son 3e sommet, je crois, à Grenade cette semaine. C'est un succès, c'est un club qui se réunit avec beaucoup de différences, mais qui permet de discuter de la question arménienne, qui permet de discuter avec le Royaume-Uni, même si on n'est plus ensemble dans l'Union européenne, etc. Et donc ensuite, il y aura une étape qui sera celle par étape, par palier et par réforme successive de l'élargissement. Mais je pense qu'il faut le penser pas comme un outil technique et technocratique là encore, mais en réfléchissant à notre projet géopolitique. Juste un mot sur la Hongrie. Ça occupe beaucoup les ministres des Affaires européennes, donc je compatis Laurence, et je l'ai vécu aussi, et puis Nathalie Loiseau et Amélie de Montchalin avant nous, etc. Dacian a raison de dire, hein, toujours, le vocabulaire est important, parce que derrière les mots, il y a là aussi une blessure potentielle et l'avenir à prendre en compte. On ne parle pas avec défi au peuple polonais, au peuple hongrois ou à d'autres peuples d'Europe. Ils font des choix démocratiques, donc derrière un gouvernement, il y a toujours un peuple. Mais un gouvernement, ça a un temps. Un peuple, ça dure longtemps. Et donc, il faut qu'on ait toujours la capacité à dire on est ensemble dans le projet européen. Et parce qu'en plus, c'est la beauté de nos démocraties, même dans les pays qui ont des dérives dites illibérales, il y a des oppositions. Il y a des journalistes qui se mobilisent pour défendre leurs droits. Il y a des professeurs d'université qui défendent la liberté académique. Il y a des mouvements politiques et des associations de jeunesse qui font attention à ce que la démocratie ne glisse pas et ne dérive pas encore un peu plus. Et à eux, il faut parler, il faut continuer à s'adresser. Je ne suis pas trop inquiet, mais Laurence le dirait mieux que moi, pour la présidence hongroise de l'Union européenne. Le gouvernement hongrois donnera tout son talent. Enfin, une présidence, on peut y mettre beaucoup d'énergie et beaucoup d'action, la preuve avec notre magnifique présidence française de l'Union européenne. Mais heureusement, il y a des cordes de rappel, il y a des garde-fous, et ce n'est pas la prise de contrôle de l'Union européenne par un État membre. Mais ça sera un sursaut supplémentaire nécessaire, où il faudra que nos parlementaires européens, justement, que les gouvernements européens, que les institutions européennes soient attentives, vigilantes et protectrices. Et ça veut dire aussi que ce qui va se passer juste avant la présidence hongroise de l'Union européenne, du Conseil de l'Union européenne, ce sera les élections européennes du mois de juin, sous présidence belge encore. Et il faut que, justement, on donne à ceux qui défendent la liberté, la démocratie, l'état de droit. Je crois qu'en France, nous sommes les plus engagés au niveau européen très clairement, et les seuls vrais pro-européens, parce qu'on est constant, engagé, cohérent, efficace dans ce projet. Il faut donner aussi à ce combat toute sa portée. Donc ce qu'on mettra comme bulletin de vote en France en 2024 et partout en Europe, ce sera aussi la protection contre ces dérives-là dans l'Union européenne. Merci beaucoup Clément. Louisa, vous vouliez ajouter un mot? Oui, merci. Juste une petite remarque pour vous, monsieur, en fait, sur la question de l'élargissement. Oui, et aussi l'immigration. Si vous répondez en France avec la même approche qu'on a pris avec David Cameron, on arrive à la même situation. Vous voyez, c'est ça que va créer les conditions pour éventuellement quitter l'Union européenne. Donc, c'est absolument nécessaire qu'on défende nos valeurs européennes avec la confiance, en fait. Car si on répond à la droite avec les réponses de la droite, effectivement, on a perdu la guerre pour les valeurs. Merci beaucoup. Laurence, vous voulez ajouter un mot? Ouais. Je voudrais juste ajouter une chose, parce que je pense que vous avez tout soulevé, en fait, un sujet qui est hyper important. L'Union européenne ne peut pas tout. Et l'Union européenne ne doit pas être blâmée pour tout. L'Union européenne, on fait en européen les choses où on a un gain net à faire en européen.
Et ça, il faut bien le dire, parce que ce qu'ils essayent de nous dire tous, à chaque fois, tous les populistes, ils fonctionnent de la même façon. Ils trouvent un bouc émissaire. Au Royaume-Uni, ça a été les migrants et l'Union européenne. Et nos populistes, et vous avez raison, monsieur, on en a 2 catégories. Enfin, il y en a une à nouveau qui est plus importante dans les sondages. Ils fonctionnent pareil. Vous voulez taper sur quelque chose, vous tapez sur les migrants, vous tapez sur l'Union européenne. Leur prochain, là où ils vont taper, c'est sur la transition énergétique. Et on les voit tous déjà, à droite comme à l'extrême droite. Hein, la transition énergétique, ça va être le malheur de tous nos maux. Et c'est fait par qui ? C'est fait par l'Union européenne. Donc il faut absolument qu'on combatte ça et qu'on les montre, qu'on leur mette le nez dans leur bouc émissaire. Et l'Union européenne ne fait pas tout, elle fait là où on gagne. Là où on gagne, c'est le climat, les migrations, la démocratie. Merci beaucoup. Il nous reste 10 minutes, donc je propose de prendre 3 questions et puis après on conclura. Oui, bonjour. Oui, je voudrais aborder une question qu'on n'a pas vraiment abordée pour l'instant, c'est ce que fait l'Europe pour d'autres pays, notamment les pays africains. Moi, je travaille pour l'Union européenne, comme à la réforme du système de santé marocain, pour éviter justement qu'il traverse la Méditerranée. Et avec beaucoup de succès, l'Union européenne a mis 300 millions d'euros de budget pour ce programme. Elle remet encore 300 millions. Personne ne l'est au courant, car effectivement, l'Union européenne ne s'est pas vraiment communiquée. Moi, je vois que les Américains, quand ils mettent $1 million, ils mettent 500 000 euros sur la com. Nous, on n'arrive pas à faire ça. Il faudrait le faire quand même. Merci beaucoup. Merci. Bonjour, merci beaucoup pour la question. Ça concerne un petit peu la phrase que vous avez exprimée tout à l'heure qui regarde que pour avoir une belle Europe, il faut bien voter. Mais pour bien voter, il faut nourrir le sentiment européen de nos citoyens européens. Et ça, il ne faut surtout pas nourrir la frustration. Aujourd'hui, on a une Europe de l'Ouest, mais on a une belle Europe centrale et de l'Est. Et ça se trouve qu'on a 2 pays dans l'Europe de l'Est, la Roumanie et la Bulgarie, dont l'adhésion dans l'espace Schengen a été refusée. Et il semblerait, il y a un risque que cette frustration de la population de ces 2 pays peuvent être capitalisée politiquement lors de la campagne européenne 2024. Et quelles sont les solutions pour attraper ce risque? Merci. Une dernière question, s'il vous plaît. Bonjour, je suis français de l'étranger en Espagne. Je voulais juste vous poser une question et demie, si vous me permettez. La première, c'est dans le cadre de l'élargissement de l'Europe. Est-ce qu'il est toujours pertinent pour vous de continuer, même si c'est une tradition du consensus en Europe, de continuer avec la tradition de l'unanimité ? Du vote de l'unanimité, est-ce que ce n'est pas un problème de pragmatisme et de perte de temps, même si à un moment donné, c'est nécessaire pour un dialogue pour 27 pays. Et la dernière, juste très rapidement, c'est est-ce qu'il ne serait pas nécessaire aussi, quand vous parliez du détachement, et je crois que je voudrais bien qu'on puisse en parler avec M. Beaune plus tard à part, est-ce qu'il n'est pas pertinent aussi de revenir vers une règle de la convergence qui est le vieil espoir des peuples européens, de dire à un moment donné, par exemple, quand on a fait rentrer l'Espagne en Europe, on leur a aussi vendu qu'il y avait une convergence au niveau du niveau de vie, donc qui représente, c'est aussi l'Europe de l'espoir pour les peuples, et je pense que c'est aussi un vieux rêve de l'Europe qui devrait revenir. Merci beaucoup. Renaud, sur l'unanimité au fond sclérosante qui nous empêche de faire beaucoup de choses. 2 choses, il y a un débat sur les migrants qui est arrivé plus ou moins sur l'investissement de l'Europe au Maroc par exemple. On voit bien quand même, puisqu'on est directement impacté par les migrations importantes, c'est une question qui a été posée tout à l'heure aussi, on est avec nos rives méditerranéennes devant des problèmes majeurs. Quand vous avez des pays qui sont des pays avec autocratie, absence de démocratie, crise d'eau, crise de nutrition, délabrement politique, on se retrouve mécaniquement avec des migrations. Qu'est-ce qu'on constate sur le continent africain? Quand on passe sur la Méditerranée, c'est le continent africain qui remonte, à tel point qu'un pays qui est globalement assez stable, pour ne pas compliquer la géopolitique, fait en sorte que la Tunisie est submergée par une immigration du sud de l'Afrique qui monte sur direction l'Europe. Quand on regarde côté Est, on voit bien que le Liban, qui est dans un pays dans un délabrement avancé, puisque ce pays qui était la Suisse du Moyen-Orient se retrouve à avoir grosso modo entre 2 et 3 heures d'électricité par jour, donc qui permet de ne pas avoir de climatisation, de ne pas avoir de frigo, etc. Eux, ils sont submergés par les Syriens. Et donc, ils ont eux-mêmes des migrants libanais qui quittent le Liban pour arriver
Donc on voit bien que dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas aux frontières, ça se rapproche de chez nous. Et comme nous venons de recevoir à Marseille le pape dans cette démarche-là, alors pour les catholiques, on a un certain nombre qui disent mais il est pro-migrant. Je dis, mais enfin, c'est un guide spirituel. Est-ce que vous croyez que le pape, une seule seconde, peut dire à un moment ou à un autre, coulez-moi les bateaux au large de Lampedusa? Voilà, bon, donc pour les catholiques, je suis catholique, je ne suis pas forcément pro-migrant, mais enfin, je ne vois pas un guide spirituel porteur de la religion catholique et qui, quand même, au fil des siècles, porte cette religion qui nous explique qu'il faut aider les pauvres et ceux qui souffrent, il nous expliquait qu'il faut se débarrasser de cela. Mais ce guide spirituel est dans une temporalité qui est différente des responsables politiques qui sont face aux crises. Et donc, comment arriver à gérer cette espèce de guide spirituel dans la temporalité différente de nous qui sommes face à une démocratie, dans cette démocratie où nos peuples n'acceptent pas, dans le cadre de cette démocratie, des migrations multiples et variées sur des territoires où on n'est pas bien adapté. Moi, je suis intimement convaincu, de toute façon, et on l'a bien vu avec Mme Memoli, qui, elle, s'est fait élire en disant « jamais plus, vous allez voir ce que vous allez voir ». Ok, ben, au bout d'un an, elle a dit « stop, je m'entends avec les Tunisiens, je m'entends avec les Européens, il faut que je trouve une solution parce que je ne m'en sortirai pas toute seule ». Donc, ça peut servir pour la suite. Sur le problème de l'élargissement, moi, j'ai une position un peu différente. Je veux bien que les uns ou les autres disent « on ne faut pas faire en sorte qu'on les perde dans le temps et donc véhiculer quelque chose de très positif ». Enfin, tous les efforts qui ont été faits par rapport aux Roumains. Les Roumains, quand ils sont rentrés, ils ont accédé à la liberté, ils ont accédé à une démarche qui est de dire « voilà, mon rêve européen est là ». Et tu l'as souligné, et merci de ta langue française que tu parles remarquablement bien avec le roumain, et c'est tout à fait exceptionnel. Mais c'est vrai que décider à l'unanimité en permanence, ça gèle le truc. Voilà. Et on parle de la Hongrie. Le Premier ministre hongrois était au PPE quand j'étais président du Parlement, enfin quand j'étais député au Parlement européen. Il était au PPE, on était au PPE ensemble. Mais il faut bien voir un peu quand même que dans sa démarche, lui, là-dedans, il se sert de l'Europe en tant que telle comme d'un tiroir-caisse. Il n'y a pas de projet européen derrière. Il n'y a pas de projet européen au service de leur peuple. Il y a la volonté de prendre l'argent de l'Europe au service de sa réélection. Oh, l'Europe, c'est pas ça, hein. L'Europe, c'est un projet continental pour vivre en paix, en démocratie, en se respectant les uns et les autres. Et donc l'élargissement peut se faire, mais quand on regarde l'Ukraine, et Dieu sait si ces gens ont besoin de nous, on a besoin de les aider, il faut les aider, parce que c'est très très important pour la suite, pour nos démocraties. Enfin, ils sont quand même très très en retard sur la totalité de notre dispositif. Nous sommes allés en Ukraine, nous on s'est croisés à la frontière. Je suis rentré d'Odessa, il y allait. Bon, il faut bien voir qu'ils n'ont pas les critères européens quand même, ils en sont loin. Et on ne peut pas intégrer mécaniquement les Ukrainiens que nous devons aider absolument pour la reconstruction, pour les valeurs de démocratie, pour la lutte contre les soviets. On ne peut pas non plus faire en sorte d'écrabouiller l'Europe. Pour écrabouiller l'Europe, c'est pour forcer le trait. Écrabouiller l'Europe, parce que là-dedans, il y a quand même des retards un peu partout à tous les niveaux. Donc il faut quand même être très mesuré, bien se réaliser que quand même les élections européennes qui vont arriver sont essentielles pour nos démocraties, hein. Et donc il faut bien rappeler que ce n'est pas simplement Renaissance, le porteur du projet européen. C'est quels sont les Français qui, derrière la majorité de Renaissance, peuvent se rassembler autour d'un projet européen. Et là, le spectre est beaucoup plus large pour rappeler la valeur de nos démocraties, la liberté de nos peuples et la puissance de notre pays, la France, avec les autres pays européens qui aiment cette démocratie. Voilà ce que je voulais dire. Laurence, Dacian, allez-y. Il nous reste 3 minutes. Non, je vais être rapide. Je voudrais juste rebondir sur une chose que disait Renaud, dont on n'a peut-être pas parlé assez jusqu'à présent. On demande aux pays qui veulent intégrer l'Union européenne d'énormes réformes de leurs institutions, de combat contre la corruption, de réformer leur justice pour qu'elle soit indépendante, qu'elle soit impartiale, d'assurer la liberté de la presse. C'est un travail dantesque qu'on a demandé à la Roumanie, et peut-être Darius voudra en dire quelque chose. C'est pas juste allez-y, on ouvre la porte et chacun rentre comme il veut, pas du tout. On demande, et je crois qu'on l'a tous dit ici, une réforme des institutions, parce que la liberté et la démocratie, c'est des institutions solides et des oppositions responsables, j'ai envie de dire. Et c'est ça qu'on va leur demander. Donc c'est aussi un effort pour eux que pour nous de se réformer. Et madame, sur la Bulgarie, la Roumanie et l'espace Schengen, vous avez raison, ils ont rempli les critères. Nous, la France, on les soutient. Ce n'est pas le cas de tous les pays, mais croyez-moi, de la grande majorité des pays, c'est une décision à l'unanimité.
Et on n'a pas du tout perdu l'espoir de voir cette décision avancer, parce que, comme vous le dites, ils ont satisfait aux critères. Et quand on satisfait aux critères, effectivement, on doit pouvoir rentrer dans l'espace Schengen. Et dernier point, vous voyez, l'espace Schengen, c'est pas tout le monde. La zone euro, c'est pas tout le monde non plus. Je crois que c'est super important quand on parle de penser au futur de l'Union européenne, c'est on veut faire quoi avec qui ? Et la convergence sociale dont vous avez parlé, monsieur, la convergence économique, peut-être par exemple on voudra faire une convergence fiscale à 5 ou 6. Et pourquoi pas ? Et peut-être que c'est comme ça qu'il faut y penser. Et la politique agricole commune, je ne crois pas qu'il faut avoir peur de l'Ukraine. L'Ukraine, les agriculteurs, c'est le secteur qui marche. Donc d'énormes exploitations agricoles et qui leur permettent d'ailleurs de tenir pendant la guerre. En fait, on a tout à imaginer. Et on a tout le temps de nos réformes et de leurs réformes pour imaginer. Et je crois que tu as raison, on va faire une super belle campagne sur l'Europe 2030. Merci beaucoup, Dacian, Clément, Louisa aussi, peut-être pour un mot de conclusion chacun. Oui, très brièvement, l'unanimité, il faut la mettre en discussion, non pas parce qu'on aura l'élargissement. On en discute, Clément, tu te rappelles, de l'unanimité, de la réforme de l'Union, quand on ne parlait pas encore de l'élargissement. Et en 2019, quand on a mis sur la table l'idée de cette conférence sur le futur de l'Europe, c'était pour prendre en compte les améliorations de fonctionnement dont on a besoin. Et quel meilleur exemple qu'il ne faut pas l'unanimité pour tout, il ne faut pas permettre à des leaders politiques de prendre en otage toute l'Union européenne pour faire du chantage pour atteindre des objectifs internes, ceux qui n'ont pas de projet européen mais qui utilisent l'Union européenne comme tireur à caisse ou comme bouc émissaire, que le Schengen. Un Premier ministre d'un pays prend en otage toute l'Union européenne et tout l'espace Schengen et bloque l'accession à 2 pays qui en ont le droit d'adhérer parce qu'ils ont rempli tous les critères, juste pour avoir des avantages politiques dans le pays et montrer un bras de force à l'Union européenne. Ce n'est pas de ce type de politiciens dont on a besoin et justement, c'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de l'unanimité sur tout. Il y a évidemment certains projets pour lesquels oui, mais pas pour tout. Merci beaucoup, Louisa. Un petit mot. Une phrase de Clément aussi après. Oui, juste une petite chose. Je veux dire que vous avez la chance. La France, vous êtes le dirigeant. Vous êtes au cœur de l'Europe à l'instant. Nous avons, la chance. We messed it up. OK? Et c'est pour vous maintenant de prendre ce moment pour dire à la reste de l'Europe que c'est important de trouver les solutions ensemble, de travailler ensemble. Ce problème qu'on a discuté aujourd'hui, ils sont compliqués. Mais on est plus fort quand on trouve les solutions ensemble. Même on peut voir ça juste quand on a discuté maintenant. Donc, prenez la chance. L'Ukraine veut devenir un membre de l'Europe maintenant. Pourquoi c'est premièrement un projet de la paix. Ça, c'est l'Europe. Et il faut n'oublier pas. Merci beaucoup. Clément, un dernier mot ? Juste un tout petit mot. Ah, pardon, je me remets par là. Juste un tout petit mot parce qu'on entend, on est à la veille, donc vous l'aurez compris, d'une campagne des européennes. On est dans un moment difficile à beaucoup d'égards, compte tenu de l'actualité, de la géopolitique européenne. On a vécu des crises, on en vit encore. Parfois, le franco-allemand, c'est difficile. Et je dis à chaque fois dans ces moments-là, quand on pense que c'est difficile, quand on pense que changer l'Europe, la transformer, c'est compliqué. D'abord, regardons ce que nous avons fait ces 6 dernières années. L'Europe n'est plus la même. Alors, elle n'est plus la même parce qu'il y a des chocs extérieurs, mais elle n'est plus la même dans ses politiques, dans son fonctionnement, dans ses ambitions. Et sur l'écologie, sur la défense, sur la régulation des grandes plateformes numériques, sur tous les grands sujets sur lesquels on s'était engagé, on a fait des choses. Et quand on pense que c'est difficile, pensons quand même là aussi toujours aux origines du projet européen. C'était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 2 générations. Vous croyez que c'était beaucoup plus facile quand on était
un ministre français en 1950, quand on était un chancelier allemand en 1950, de se dire on va créer un projet ensemble, mettre en commun à l'époque le charbon et l'acier, qui était évidemment l'essentiel de la production et de l'économie pour la guerre. C'était pas plus facile. Donc on a au fond une mission qui est difficile aujourd'hui. Croire en l'Europe et changer l'Europe, c'est parfois difficile aujourd'hui. Mais franchement, il y a des gens qui ont combattu avant nous pour que ça soit un peu plus facile. Et n'oublions pas ça quand on mène les combats qu'on doit mener. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On arrive au terme de cette table ronde. Je voudrais remercier très sincèrement nos intervenants pour la discussion extrêmement inspirante. Et nous sommes à 8 mois des Européennes. Ce sera 8 mois de combat, d'un combat existentiel pour l'Europe, ses valeurs. Et donc on compte sur vous pour que vous soyez mobilisés dans vos départements, sur le terrain, pendant les 8 prochains mois. Merci beaucoup.